Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette première édition de Géopolis, émission de géopolitique qui désormais tous les dimanches à 20h30 vous offrira l'actualité vue sur le continent, mais de manière transversale aussi sur le Cameroun. Pour cette première édition, nous recevons le professeur Hubert Mononzana. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes philosophe, enseignant de renommée à l'Université de Yaoundé notamment, en tout cas l'Université de Yaoundé d'abord et puis l'Université de Yaoundé ensuite, par la suite. Vous avez également flirté avec le droit d'auteur, mais également souvent des écrits polémiques sur la musique et bien d'autres choses. Oui, je suis un ancien acteur dans le droit d'auteur et je continue à donner des conseils tant aux écrivains qu'aux jeunes managers de la société Ladra en ce moment. Ok. Merci. À vos côtés, Vincent Sosten Fouda, homme politique mais aussi universitaire, qui s'est beaucoup fait remarquer par ses combats, nombreux combats pour des causes sociales, notamment l'affaire Vanessa Tchatchou, que personne n'a oublié. Bonsoir, Monsieur Fouda. Bonsoir Guy Zogo, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. C'est un salut filial que j'adresse au professeur Hubert Mononzana, que je connais depuis ma tendre jeunesse, ce qui ne vous rajeunit pas. Mais enfin, on dit que plus on prend de l'âge, comme du bon vin, plus on se bonifie. Donc je suis tout à fait heureux et à l'aise d'inaugurer avec vous ici cette émission Géopolis, qui vient nourrir en fait l'espace audiovisuel dans notre pays, et j'espère qu'elle fera long feu et surtout qu'elle apportera à l'opinion nationale et internationale les éclairages nécessaires pour la construction de l'espace public. Alors justement, pour embrayer le pas à ce que vous dites, la relation Cameroun-France aujourd'hui est au cœur de nombreuses batailles, de nombreux débats dans l'opinion publique camerounaise. On peut se poser la question de savoir exactement ce qu'il en est. S'agit-il d'un malaise ou aujourd'hui d'un divorce entre le Cameroun et la France? On l'a vu encore dans l'actualité ces derniers jours avec la fermeture d'une chaîne de télévision, notamment nos confrères d'Afrique Média, ce qui a nourri pas mal de polémiques. Voilà le débat qui nous intéresse ce soir, c'est donc de nous interroger sur cette relation entre le Cameroun et la France et ses conséquences dans l'espace sociopolitique camerounais. Bonsoir, une fois de plus, professeur Mononzana. Je voudrais vous poser la question de savoir comment jugez-vous la relation entre la France et le Cameroun aujourd'hui? Bon, c'est des relations entre des vieux amis. La France a d'abord exercé un rôle de tutelle, après avoir joué le rôle de mandataire. Elle est devenue le tuteur d'un pays qui aspirait à sa souveraineté internationale. Donc la France nous a encadrés sur le chemin de l'indépendance dans une démarche plus ou moins tumultueuse, parce que pendant qu'on s'acheminait vers l'indépendance, il y avait des forces qui luttaient à l'intérieur du Cameroun pour obtenir cette indépendance avec une méthodologie différente de celle que proposait la France. Eh bien, l'UPC avait pris les armes pour arracher la victoire, d'après la théorie qu'on ne donne pas la liberté, on arrache plutôt la liberté. D'autres avaient utilisé la voie parlementaire, d'autres partis que l'UPC, qui voulaient aussi l'indépendance, mais sans nécessairement passer par la méthodologie révolutionnaire. Vous avez André-Marie Mbida, Okala Charles, notamment, qui plaidait aussi à l'ONU, en même temps que Oumniobé se rendait également à l'ONU pour plaider l'indépendance, mais immédiate. Bien, nous l'avons eu comme nous l'avons eu, on l'a octroyé,
mais les forces combattantes avaient quand même aussi influencé. Donc, les deux cheminements avaient été très utiles dans ce processus. Maintenant, après nos indépendances, la France a continué à nous encadrer, avec des accords qui apparaissent détestables par certains côtés, des accords de coopération. Mais globalement, comment trouvez-vous cette relation aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai évolué, parce que aujourd'hui, la relation, nous sommes dans une aventure ambiguë. Ah voilà. Vous empruntez à Cheikh Hamidou Kane. Voilà. Alors, mais Cheikh Hamidou Kane, finalement, dans son roman que vous évoquez, l'aventure ambiguë, on ne voit pas très bien. Il dit qu'il faut aller emprunter à l'Occident. Mais est-ce que vous croyez que dans la relation actuelle Cameroun-France, les Camerounais sont parvenus à emprunter à la France suffisamment et à s'en départir un peu? Non, la France a joué un rôle de tuteur qui ne veut pas lâcher l'enfant en garde. Donc, un peu trop de paternalisme. Il fallait continuer à accompagner cet enfant dans ses premiers pas. On a même oublié que l'enfant a grandi. On a oublié que l'enfant a grandi, qu'il est devenu majeur. On a cherché à continuer à parler en son nom, à faire même du commerce en son nom, c'est-à-dire ne pas lui laisser la responsabilité d'acheter les voitures. Par exemple, en Asie, on achetait les voitures, on les lui revendait. Bref, la France n'a pas su se départir de son rôle de tuteur qu'il a voulu assumer jusqu'au bout, jusqu'à étouffer l'enfant qui était devenu majeur. C'est cela nous en sommes aujourd'hui. Et le Cameroun commence à parler comme un enfant majeur qui en a marre d'être encadré, d'étouffer sous la couverture tutélaire, comme s'il était éternellement mineur. Voilà, nous reviendrons tout à l'heure sur les conséquences de cette relation aujourd'hui. Docteur Vincent Sosen-Foula, alors vous, comment voyez-vous cette relation aujourd'hui, on va dire 50 ans après les indépendances? Comment percevez-vous la relation entre le Cameroun et la France? Le tracé historique que vient de faire le professeur Hubert Mononzana, bien que suffisamment brillant, heurte les jeunes comme moi, nés pendant la révolution pacifique de 1972. Nous faisons partie de ce Cameroun qui n'a jamais été colonisé et qui ne s'est jamais vraiment présenté comme un enfant face à la France. Vous savez que l'espace public au Cameroun, qui est né en 1840 avec la fondation de la première école à Bimbia par Alfred Sacker et Joseph Méric. Joseph Méric lui-même noir jamaïcain et Alfred Sacker écossais. Voilà comment le Cameroun est allé à la rencontre de l'Occident, d'égal à égal, d'échange de culture. Et là, je cite le père Engelbert Mvan. Donc, voilà comment nous avons rencontré l'Occident. Maintenant, il faut savoir que la toute première civilisation, sur les civilisations occidentales, la première civilisation que rencontre le Cameroun, c'est d'abord la culture anglaise. Ensuite, ce sera la culture allemande. Et enfin seulement la culture française après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez que la France, quand le Cameroun et les Camerounais vont rencontrer la France, ils ont déjà une expérience de dialogue avec l'autre, qui n'est pas nous, mais qui nous permet d'être, qui nous permet de nous affirmer. Maintenant, la négociation de l'indépendance du Cameroun, elle va se faire avec un parti qui est né en 1947 à partir des mouvements syndicaux. Tout à fait. Donc, vous voyez que là, on a déjà des échanges où les hommes sont autour de la table et se regardent droit dans les yeux. Maintenant, la relation, pour revenir à la question que vous posez, la relation France-Cameroun est une relation adultérine.
Ah, vous dites adultérine. Oui. Vous nous expliquez cela? Oui, je vais vous expliquer cela. Où effectivement, l'on a dans un couple, un des membres du couple qui de temps en temps va voir ailleurs, à l'insu ou au regard de l'autre conjoint, sans forcément vouloir toujours donner l'explication quand l'autre, qui estime être lésé dans la relation, pose des questions. Voilà pourquoi le peuple camerounais, de plus en plus, questionne la France. Mais ce questionnement lui-même, il date, regardez les tout premiers romans rédigés par des Camerounais dans l'espace francophone. Je parle là de Ferdinand Oyono ou du très célèbre, effectivement, Mongo Betty et Zaboto. Ils vont immédiatement commencer à stigmatiser cette relation France-Cameroun. Je pense que dans l'espace, les jésuites appellent ça l'Afrique de l'Ouest francophone, mais c'est-à-dire toute cette partie du golfe de Guinée où l'on parle français, il n'y a pas un pays qui a autant questionné sa relation avec la France. C'est-à-dire que autant on a toujours présenté Brazzaville comme étant la capitale de la France libre, autant le Cameroun revendique ce statut-là. C'est-à-dire que c'est ici que les colonnes du général Leclerc vont partir. C'est ici que l'on va sonner le tocsin de la révolte qui va bouillonner et qui va gagner les Antilles françaises avant de gagner la métropole. Oui, mais qu'est-ce qui fait cette différence? Vous évoquez notamment les écrivains. Zaboto connaît beaucoup plus au nom finalement de Mongo Betty. Dans leurs écrits, Zaboto, qui est très critique, Ferdinand Oyono, lui, qui est beaucoup plus caustique. Et puis, mais comparé à l'Afrique de l'Ouest, justement, ce n'est pas la même chose. On a les mêmes écrivains, mais qui ne revendiquent pas la même chose. On connaît Camara Lai, l'enfant noir, qui a été critiqué pour dresser un tableau très, très enjolivé de la colonisation française. Parce que, mais là, dans votre question, il y a déjà la réponse. C'est-à-dire que les autres territoires, la France, même si Saint-Louis a été un territoire français d'outre-mer à un moment donné, mais il faut savoir que les autres territoires ont été des colonies françaises. Alors que nous sommes entrés en relation avec la France d'égal à égal. Et c'est mais ce n'est pas ce que la France considère. Ce n'est pas ce que la France considère. Oui. Ce n'est pas ce que la France considère. Mais le Cameroun a fait d'énormes efforts. Il faut toujours le rappeler, et c'est pour cela que j'aime ce que le professeur Hubert Mononzana a fait comme introduction historique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Cameroun n'a jamais voulu se considérer comme une colonie française. Et ne l'a jamais été. C'est-à-dire que constitutionnellement, le Cameroun n'a jamais été une colonie. Voilà pourquoi on a toujours voulu regarder la France droit dans les yeux. Nous avons fait un effort qu'aucun peuple en Afrique noire n'a réussi à faire jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire en moins de 20 ans, rattraper un retard sur le plan de la langue de communication. C'est-à-dire que nous parlions anglais, puis nous sommes passés à l'allemand. Pendant 45 ans, nous avons parlé allemand dans notre pays, et ensuite il a fallu rattraper ce retard-là, parler français comme on le parlait. Il est resté historiquement un très grand substrat de l'anglais, malgré le passage de l'Allemagne pendant 45 ans. Oui. Vous ne le nierez pas. Non, je ne le nie pas. Même dans les langues, je ne dirais pas vernaculaires, pour reprendre une expression rébarbative, mais je dirais plutôt dans les langues nationales. Oui. Il y a ce fond de l'anglais. Il y a ce fond de l'anglais, comme il y a un fond d'allemand aussi. Oui. D'ailleurs, il n'y a que le français qui n'a pas été camerounisé dans les 256 ethnies que nous avons. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui sont de l'ère géographique bantou ou ékan, de cette grande partie du peuple ékan, où, en fait, le tableau noir continue à s'appeler Bleistift. Bon, donc, qui est un mot purement allemand. Donc, vous voyez que les Camerounais, par cette volonté d'avoir avec celui qui est en face d'eux, une relation d'égal à égal, ça fait que de temps en temps, il y ait des étincelles. Voilà pourquoi j'ai dit que la relation était adulte. Alors, professeur Mononzana, est-ce qu'il est possible donc que cette relation puisse être une relation d'égal à égal, pour rebondir sur les propos de Vincent Sostène Fouda, cette relation Cameroun-France, est-ce qu'elle peut être envisagée d'égal à égal? Non, dans les relations entre pays, l'égalité ne peut jamais être mathématique.
c'est-à-dire France égale Cameroun. Et je conteste quand même que les premières relations aient été bâties sur le plan de l'égalité des pays en face. Oui. Parce que n'oubliez pas que nous avons envoyé beaucoup d'esclaves. Nous avons envoyé beaucoup d'esclaves depuis les temps immémoriaux, depuis le XIVe siècle. Ils sont allés à partir du port de Saint-Louis, l'île de Gorée. Les Camerounais étaient dans les contingents. Nous avons donc pratiqué l'esclavagisme à partir de nos chefs locaux qui saisissaient les gens dans l'arrière-pays pour les envoyer chez les marchands, chez les commerçants d'esclaves, moyennant quelques bibellots, de l'alcool, du sel, quelques pagnes. Et quand un peuple a été esclavagisé à ce niveau pendant 4 siècles, vous ne pouvez pas parler de relations d'égal à égal lorsque les contacts administratifs en viennent à se réaliser. Il y a toujours l'idée de domination quand deux peuples se mettent ensemble. L'un, malgré le langage protocolaire d'amitié, l'un a dans son fond de tromper l'autre. Vous parliez d'adultère tout à l'heure. Et surtout, le plus fort a l'envie de dominer. Et la France fait partie de l'ensemble des pays dominateurs qui ont gagné la guerre, la deuxième grande guerre. Eh bien, les pays alliés ont donc conquis l'Afrique sur cette base. Ils ont fait la Société des Nations, ils ont fait l'Organisation des Nations Unies, et ils ont confié à la France un rôle. D'abord, prenez le Cameroun sous votre mandat. C'est-à-dire, les Français sont des mandataires. C'est-à-dire que nous n'avons pas à parler. C'est le mandataire qui parle en notre nom. Il n'y a pas d'égalité là. Ensuite, il nous donne la France comme tutelle. Celle qui va donc nous tenir par le bras et nous accompagner à notre liberté. À ce moment, il y a le majeur et l'enfant mineur. Je n'intériorise pas l'image de l'enfant. Je ne voulais pas qu'on se considère comme des enfants. Je dis seulement, si vous prenez la photographie tout de suite, vous verrez dans la France la mentalité et les gestes du père. Et dans le Cameroun, dans l'esprit camerounais, vous verrez une mentalité servile. Vous ne pouvez pas enlever ça parce que la mentalité servile se prouve par le fait que les lois sociologiques que vous connaissez, le faible cherche à imiter le fort. Oui, mais le petit cherche à imiter le grand. Mais est-ce que c'est... Oui, voilà. Bon, alors à part dans nos relations, nous cherchons à imiter l'homme que nous considérons comme un modèle. Oui, mais on voit, professeur Monondiana, ces dernières semaines, ces derniers mois, ou si vous voulez, ces dernières années, un mouvement de contestation. On n'était pas encore là. Oui, oui, tout à fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, il fallait qu'on se situe très bien dès le départ. Tout à fait. Il y a la domination, il y a la servilité. Oui. Le problème, c'est que il faut savoir comment nous allons gérer notre situation de servilité. On intègre la mentalité servile ou bien on la rejette. C'est ça qu'il a fallu gérer pour être véritablement indépendant. Eh bien, beaucoup de Camerounais ont pris la mentalité de rejeter le servilisme et de se réaliser comme le père, comme dans un complexe de Deep. Eh bien, l'enfant devient l'égal du père. C'est ce qui est en train de nous arriver. Et nous ne supportons plus le paternalisme excessif et le dominationnisme excessif. Bon, le dominationnisme, si vous voulez, qui est resté dans les mentalités françaises. Les gestionnaires d'aujourd'hui ne parlent plus le langage du dominationnisme ni du racisme. Et ils sanctionnent parfois
des mentalités arriérées, rétrogrades, qui veulent faire revivre les réflexes racistes. La loi en France punit les gens qui insultent les nègres au stade, ou même des arrêtés qui sont pris dans les municipalités avec des relents de racisme, c'est sévèrement réprimé. Ça veut dire que la France qui a tendance au racisme est en train de vouloir raisonner pour dépasser cette mentalité. C'est un effort qu'ils font. De même, de notre côté, nous qui sommes habitués au servilisme, c'est-à-dire les bénis oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Et il faut que ça cesse aussi et qu'on commence à se tutoyer. Oui. C'est ça qui est en train de se faire. Justement, à ce sujet, il y a... Attendez, je finis. Oui. Le manque d'égalité. Oui. Quand un Français vient en Afrique pour dire « je ramène des prisonniers français que vous avez pris là, quoi qu'ils aient fait », et puis il les ramène, il n'y a pas d'égalité. Ça veut dire que le Français est toujours le dominateur. Il fait ce qu'il veut. Je ramène ces gens, quoi qu'ils aient fait. On ne dit pas ça dans un pays souverain, qui a ses lois, un pays dont les lois ont attrapé des délinquants. Vous venez les prendre parce que vous êtes forts. Nous en sommes là, et c'est ça qui commence à nous gêner. C'est dans le même registre que vous logez la déclaration du chef de l'État récemment lors de la visite de François Hollande, en disant je verrai ce que je ferai si Madame Eyoum, l'avocate accusée d'avoir donné de l'argent, fait une demande. C'était une déclaration très conditionnelle. Oui. C'était pas le type, le chef qui tremble, le petit chef noir qui tremble devant le grand chef blanc qui a parlé. Oui, il raisonne déjà, n'est-ce pas? Parce qu'il avait quand même précisé auparavant que la justice ne raisonnait pas. Et même, il prend déjà des arguments politiques, des arguments massus. Il ne dure pas au pouvoir qu'il veut. Vous voyez, ces arguments, des arguments, disons, d'indiscipline déjà, les arguments d'émancipation. C'est-à-dire, moi je suis souverain chez moi, laissez-moi durer au pouvoir tant que je veux. Je n'ai pas la durée des autres pays. Dans mon pays, nous avons notre conception de la durée au pouvoir. Alors, professeur, venons-en justement à la méthodologie par rapport à cette révolte ou alors à cette émancipation dont vous parlez. Vincent Sosthène-Fouda, aujourd'hui le débat c'est justement sur cette révolte vis-à-vis de la France. On le voit au Cameroun, beaucoup de critiques à l'encontre de Paris, beaucoup d'accusations, mais pour vous la bonne méthodologie c'est quoi? Est-ce que c'est genre Laurent Gbagbo qu'on a vu envoyer des gens dans la rue, les jeunes patriotes, ou alors ceux qui dénoncent tout de go, tout ce que la France peut faire en estimant que la France est responsable de tous les maux de l'Afrique et par ricochet du Cameroun? Est-ce que vous pensez que ce soit la meilleure solution, la meilleure approche? Bon, là, vous posez en fait une question en trois, ou alors trois questions en une. Je voudrais d'abord dire que moi je ne parlerai pas de méthodologie, je parlerai de méthode. C'est quoi la méthode? Il n'y en a pas une seule, il y en a une multitude. Il faudrait savoir que le Cameroun, dans ses rapports, ou même l'Afrique, commençons par l'Afrique. L'Afrique, dans ses rapports avec la France, a évolué énormément. Parce que nous sommes partis de relations bilatérales à une relation multilatérale, où l'Afrique aujourd'hui questionne la philosophie des autres, la manière de voir, la Weltanschauung, comme disent les Allemands, questionne ce qui se passe chez les autres, questionne la façon dont, par exemple, la Turquie, la Chine, la Corée, comment tout ce monde-là agit dans son espace pour le bien-être de ses concitoyens, pour le bien-être de sa nation. Donc, à partir de ce moment-là, le Cameroun et toute l'Afrique francophone souhaitent, et c'est Mongo Betty qui a écrit un livre dans les années 90, La France contre l'Afrique, retour au Cameroun.
Et c'est comme ça que Mongo Betty a regagné le Cameroun. Je crois que le professeur Dieudonné Oyono a écrit un autre ouvrage qui a pour titre le Cameroun sans la France. Sans la France, oui. Voilà. Donc, Il voilà. a d'abord dit avec ou sans la France. Voilà, avec ou sans la France. Oui. Donc, vous voyez que là, on se pose des questions parce que, en fait, pour que nous puissions nous mettre sur une même table de dialogue, il faudrait que nous puissions parler la même langue, que nous ayons la même philosophie. Parce que pour que nous puissions même nous comprendre et nous entendre, bon, nous avons déjà fait ce travail-là. Et le professeur Hubert Monondiana ne me démentira pas quand je dis que quand le Cameroun accède à l'indépendance, ben, il y a à peine 4 Camerounais qui ont un doctorat. Donc, qui peuvent s'asseoir. Et une indépendance, c'est quoi? C'est une multitude de parapheurs que l'on signe. Et le Cameroun n'avait pas le personnel adéquat pour ça. C'est-à-dire que Marcel Guigny était docteur en 1954, Monseigneur Jean Joie, je pense qu'on n'en avait pas 5. Si je me trompe, on n'en avait pas 5. Donc, vous voyez que quand on accède à l'indépendance, on n'a pas l'outil qui peut nous permettre de lire et de comprendre tout ce que la France a écrit. C'est pour cela que le Cameroun et beaucoup de pays en Afrique pensent que la France a une dette énorme vis-à-vis de l'Afrique. Vous savez par exemple qu'en 1958, quand la France se retire de la Guinée-Conakry, elle y emporte jusqu'au bac poubelle. Oui. Donc voilà. Parce que la Guinée a pris son indépendance. Parce que la Guinée a arraché son indépendance. Le nom de ce Voilà, donc le fameux nom de Sékou Touré. Oui. Donc, on se souvient de la phrase du général de Gaulle, c'était à Dakar, Oui. vous voulez votre indépendance, prenez-la. Ben, et il a demandé à tous ses concitoyens de quitter la Guinée en emportant tout. Bon, donc, vous voyez que quand vous avez tout ça, aujourd'hui, pouvez-vous penser Soit dit sincèrement? entre nous, c'était pas un beau comportement, hein? De la France. Oui, de la France, oui. Non, Tout c'est à fait. enfantin, ça. Mais cela a pesé sur la Guinée pendant longtemps. Oui, ça a pesé sur la Guinée Et pendant c'était pas très longtemps. gentleman, en tout cas. Ça a pesé longtemps sur la Guinée. Mais maintenant, nous voulons nous mettre autour d'une table avec la France. Parce que nous qui aspirons aujourd'hui à diriger le pays, à prendre des responsabilités dans notre pays, nous avons été dans les mêmes écoles que ceux qui dirigent la France aujourd'hui. Certains sont nos camarades. Donc, donc avec eux, nous voulons relire un certain nombre d'accords, de partenariats. Nous voulons lire, nous voulons déclassifier un certain nombre d'archives pour comprendre notre propre histoire, voir comment nous entrons en relation aujourd'hui, en plein 21e siècle, avec la France. Tout cela ne peut pas se faire à tu et à toi et avec un sourire. Donc, il y a des éclats de voix. Oui. Mais ces éclats de voix-là, Monsieur Guizogo, ces éclats de voix-là ne signifient pas qu'il y a rupture dans la relation. Non, il y a un dialogue permanent entre l'Afrique francophone et la France. Ben, maintenant, ce dialogue-là, vous le voyez à travers un média comme justement celui que vous évoquiez tout à l'heure, Afrique Média, mais aussi par une émission comme Géopolis que vous animez ce soir. Ben, beaucoup de chaînes de télévision en Afrique aujourd'hui questionnent cette relation que l'Afrique francophone a avec la France. Donc, vous accréditez l'idée de plusieurs méthodes pour questionner ces relations-là. Oui, effectivement. Mais donc, y compris des méthodes violentes à la limite. Lorsqu'on insulte des responsables français, vous avez vu Madame Robichon, qui est l'ambassadeur de la France au Cameroun, qui a été insultée, huée lors de la marche du 28 février. Vous y étiez à la marche du 28 février? Non, malheureusement. Alors, mais qui a été huée par la foule. Lorsqu'on dit, lorsqu'on prend une photo de Madame Robichon, et je ne sais pas à quelle occasion, mais d'un déjeuner ou d'un dîner avec M. Peter Soka, et qu'on la jette à la vindicte populaire, comment vous interprétez tout cela? Ben, ça fait partie des dérapages. Oui. Ça fait partie des dérapages. Parce qu'il faut savoir que le Cameroun n'est pas en guerre contre la France. Absolument. Donc il y a des comportements qu'on ne devrait pas avoir. L'ambassade de France, avec laquelle moi je converse assez régulièrement, se pose beaucoup de questions
par rapport au Cameroun, par rapport à un certain comportement dans notre pays. Je me souviens avoir fait un papier qui m'a été demandé et après une enquête sur le terrain, je suis arrivé à la conclusion que le sentiment, si vous voulez, le sentiment anti-français est un construit quotidien dans notre société. C'est un construit que l'on rencontre dans les œuvres romanesques de Mongo Betty, de Léopold Ferdinand Oyono et aujourd'hui même de Calixte Beyala. Donc il y a un construit d'un sentiment anti-français. Mais ce construit-là ne veut pas dire que sur la place publique camerounaise, les Camerounais sont foncièrement contre la France. Non. Oui, mais lorsqu'on parcourt les rues du Cameroun, on se rend quand même compte que la France est vilipendée à longueur de journée et que lorsque les médias ajoutent leur propre regard sur la question, ça devient explosif. Il suffit, vous entendez les gens vous dire la France est responsable de tout et vous avez entendu ces dernières semaines le débat sur la monnaie. Cela monte, cela monte, mais cela là aussi, je pense que, et c'est là, honnêtement, que l'on a besoin des interventions des philosophes. Tout à fait. Parce que ce sont les idées qui gouvernent le monde. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les idées. C'est d'abord les idées. Alors, les idées que nous avons aujourd'hui, c'est quoi la monnaie? Le CFA est-il une monnaie? Si oui, quel type de monnaie? Quelle a été l'évolution du CFA par exemple? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Et je dis, et là on peut convoquer, y compris les philosophes, en premier d'ailleurs les philosophes. Donc, ce n'est pas parce que l'on parcourt la rue camerounaise avec un micro et que les gens disent la France est responsable de telle ou telle chose, mais regardez les relations de coopération entre le Cameroun et la France. Il y a la coopération militaire, il y a une aide directe par exemple. La France à un moment donné a même porté à bout de bras le régime actuel en place à Yaoundé qui dirige le Cameroun. Il y a le Cameroun continue à envoyer ces jeunes se former en France. Donc ça signifie qu'il n'y a pas rupture, ça signifie qu'il n'y a pas guerre, ça signifie tout simplement, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, que dans cette relation, il y a un peu de gaz, un peu d'eau dans le gaz. Il y a une tromperie dans ce couple-là, mais la relation est là, elle est basée, elle est là, elle est solide. Aujourd'hui, le Cameroun peut-il faire sans la France? La réponse est non. La France peut-elle faire sans le Cameroun et sans l'Afrique francophone? La réponse est non. Et je vais vous donner l'exemple avant que vous ne fassiez la parole au professeur Hubert Mononzana. La France de Elf, la France n'a jamais produit sur son sol une goutte de pétrole. Tout à fait. Bon, donc, comment se fait-il que la France, aujourd'hui, ait des sociétés pétrolifères sans produire elle-même sur son sol du pétrole? Maintenant, à partir de la création du Schengen et de la monnaie unique en Europe, il faut que les Camerounais sachent que la société qui battait, donc qui fabriquait l'argent en France, qui fabriquait le franc français, ça s'appelle la monnaie de Paris. Et que cette société n'a pas disparu et n'a pas licencié un seul de ses personnels. Pourquoi? Parce que cette société-là bat le franc CFA. Bon, voilà des choses que la conscience collective peut questionner. Et là, je pense que Hubert Mononzana sera d'accord avec moi, on ne va pas interroger la valeur du franc CFA, mais plutôt le transfert des compétences. Pourquoi cette société qui fabrique essentiellement le CFA ne pourrait pas transférer en Afrique voilà ces ateliers, c'est délocalisé. Puisque même en Occident, on sait ce que c'est que la délocalisation. Donc en fait, puisque c'est l'argent qui est utilisé par l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui est fabriqué par ces hommes-là et ces femmes qui sont employés par la monnaie de Paris, et chiche, je demande que
effectivement, cette société soit transférée vous, dans un pays en Afrique. Vous n'en êtes pas appelé à la disparition du franc CFA qui serait inféodé à l'Occident, comme on l'entend beaucoup. Vous dites simplement qu'il faut délocaliser. Pourquoi créer des emplois ici ou alors bien sûr que faire un transfert de compétences comme vous dites? Il y a un transfert de compétences, mais surtout, en fait, il serait quand même approprié que on sache quand on fabrique une monnaie, qu'on puisse l'utiliser soi-même. Et pas simplement faire des cargos. Moi, à plusieurs reprises, j'ai été invité à Paris à assister à la sortie d'une nouvelle coupure de monnaie et où ceux qui présentaient cette monnaie ne l'avaient jamais utilisée. Alors, vous voyez que c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas fabriquer quelque chose que vous n'utilisez pas vous-même. Donc, il est normal qu'il y ait un transfert de compétences et que les Africains eux-mêmes qui utilisent le franc CFA puissent savoir comment est-ce qu'on bat cette monnaie et quelle est la valeur qu'on la donne. Maintenant, vous savez, en parlant de la valeur de la monnaie, c'est le poids de l'économie d'un pays qui donne une valeur à la monnaie. Le Zaïre de Mobutu Sese Seko, dans les années 70, a eu la même parité que le dollar américain. À l'époque d'ailleurs, le président Mobutu avait essayé de fabriquer des fusées qu'il voulait envoyer partout dans le monde. Bon, donc, et quand l'économie est tombée, la monnaie, voilà, dans les années, à l'entame des années 90, toute l'économie s'est effondrée et la monnaie elle-même a presque disparu. Donc, vous voyez que il nous revient à nous de continuer à questionner. Mais le questionnement, parce qu'il faut que nous ayons la capacité de faire et de faire faire. Ben, si nous avons aujourd'hui la capacité de faire et de faire faire, alors automatiquement, vous savez ce qu'on appelle l'équilibre de terreur. L'équilibre de terreur fera comme ce qui s'est passé avec la baie des cochons, où l'on avait des missiles soviétiques qui visaient les États-Unis et les missiles américains qui visaient Cuba. Et on a eu là la guerre froide qui a stabilisé le monde pendant très longtemps. Et je pense que si on avait continué avec cet équilibre, en fait, le monde serait certainement meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors professeur, alors, ce que je vous demande, professeur Mononjana, est-ce que dans la même veine que M. Sosen Fouda, vous pensez que toutes les méthodes sont bonnes aujourd'hui pour questionner la relation entre l'Afrique et la France, y compris le Cameroun et la France? Non, un homme raisonnable ne peut pas dire que toutes les méthodes sont bonnes. Ah bon? Non, il y a des méthodes qui sont à proscrire. À proscrire quand même. Tout n'est pas bon, c'est une mauvaise philosophie, celle d'après laquelle la fin justifie les moyens. Non, il faut nécessairement choisir les meilleurs des moyens. Et dans cette relation dont parlait M. Fouda, je crois qu'on ne peut pas tout rejeter sur la France. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi cause de beaucoup dans notre triste situation. Je prends, imaginons un seul instant, qu'on délocalise la frappe de la monnaie, qu'on la batte ici, en Afrique. Vraiment, je ne sais pas si nous avons le niveau éthique d'encadrer une opération stratégique et délicate comme celle-là, battre monnaie sur le sol africain. Et Dieu seul sait que ce serait l'idéal. Mais regardons-nous en face. Voyons ce que nous faisons avec la monnaie que nous ne battons même pas. Et essayons de projeter ce que nous pourrions faire quand nous battrons monnaie sur le territoire camerounais. Nous sommes de très mauvaise moralité. Je m'excuse de le dire. C'est de l'introspection. Et n'oubliez pas que ce sont nos chefs qui vendaient des esclaves qui vendaient leurs frères. Non, une partie de nos chefs. Une partie de nos chefs. Parce que ce que vous dites est assez dangereux. Non, c'est même assez dangereux. Parce que, en fait, ça c'est un discours que l'on entend de plus en plus revenir aux États-Unis et puis aux Antilles, qui accuse l'Afrique d'avoir elle-même vendu ses propres enfants. Mais qu'est-ce que l'Afrique pouvait faire face à l'arsenal guerrier que présentait le monde occidental et même le monde arabo-berbère à l'époque? Donc je pense que c'est assez contestable
cette affirmation. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas congénital en l'Africain de ne pas avoir d'éthique. Tout est une question de formation. Je pense qu'aujourd'hui, je regarde la France. Ici, à l'ambassade, il y a des jeunes diplomates qui ont été mes étudiants sur le sol français. Dans le gouvernement français, j'ai des camarades. Au Parlement français, j'ai des camarades. Est-ce que Cahuzac, en France, pour ne parler que du cas de la France, c'est un Camerounais? Non. C'est bien un blanc français. Non, parce que vous voyez, une question de proportion. Oui, mais on ne peut pas prendre. Cahuzac a fait les micmacs sur la déclaration de ses impôts. Oui, tout à fait. Avec un mais nous prenons dans les caisses, on prend, on ramasse, c'est très primaire encore. Non, mais là encore. Cahuzac est un cas, un seul cas. Que vous chercheriez. Alors que tout le Cameroun est comme ça, tout le Cameroun est corrompu. Mais allez voir, lisez les journaux chaque matin. Non, mais justement, ce que nous lisons dans les journaux au quotidien, c'est quoi? Vous connaissez les 3 S, donc le sang, le sexe et le scandale. En fait, est-ce que les Camerounais lisent les journaux? Ils les regardent. Vous vous souvenez de la thèse de votre collègue et ami, le professeur Louis-Paul Ngongo. Il dit que dans les années 40 au Cameroun, le journal papier était écouté. Il n'était pas lu, il était écouté parce que, en fait, il y avait un journal ici que l'on appelait Abolgué, et donc, quand on le distribuait dans les chapelles et les églises, celui qui savait lire, il le lisait pour tout le monde, et donc les autres l'écoutaient. Bon, mais depuis, je vous invite à prendre une caméra et à sillonner les kiosques à journaux. Vous voyez un attroupement où les gens regardent les titres. Alors, bien évidemment, opération épervier à Baba a été pris, scandale, tel directeur, on l'a vu pour chasser au carrefour de l'Omnisport parce qu'il avait pris la femme d'un tel. Mais ce n'est pas ça l'information. Vous dites que c'est une compréhension parcellaire des problèmes. Alors, non, ce n'est pas. Non. Ce n'est pas ça. C'est que vous voyez, là où l'information est née, en Angleterre, l'on a appris à regarder la télé. On a appris à lire les journaux. On a appris à écouter la radio. Ce qu'on n'a pas encore fait chez nous, à peine 35% de Camerounais savent lire et écrire. Ça, c'est la réalité dans notre pays. Donc, en réalité, j'estime et je loue la génération qui est la vôtre, celle de Marcel Toa, celle de Basile Julia Fouda, celle du père Angèle Bernfort. Je loue le travail que vous avez fait. Mais je dis, il n'y a pas une autre époque à laquelle moi, Vincent Sostène Fouda, j'aurais aimé vivre. Celle-ci est la période de bouillonnement de toutes les idées et où l'on a à mettre en place les méthodes, les mécanismes, les institutions qui doivent permettre aux générations futures de vivre libres sur le sol camerounais. Et ça, c'est très important. Si nous ne le faisons pas, si nous allons dans une guerre frontale contre la France, alors que nous n'avons pas les moyens de cette politique, parce que quand on dit, et moi j'ai écouté ça ce matin, quand on dit l'on ne sanctionne pas en France quand on insulte les responsables africains. Par exemple. Et on dit, ah ben ça fait du bien, comme ça on crée un équilibre parce que nous avons Afrique Média. Chiche, ce n'est pas comme ça que l'on raisonne. Ça veut dire que, en fait, et là, on va donner raison, même si ce n'était pas sa raison, on va donner raison à Léopold Sédar Senghor qui disait l'émotion est nègre et la raison est hélène. Ce n'est pas ça. Il s'agit, il faut qu'on apprenne à travailler. La volubilité de une collègue, je n'arrive même plus à dire les mots. J'aimerais seulement dire que il faut raisonner statistiquement. Et vous comprendrez donc que on n'a pas suffisamment formé nos gestionnaires à l'éthique. C'est pour ça qu'ils ont une propension à mettre l'argent dans les caisses de l'État. Le phénomène dont je parle n'est pas un phénomène marginal. C'est un phénomène global. À savoir que tous les gestionnaires de l'État ont tendance à tremper la main. Quelques rares cas
ne font pas. confondre les textes. Alors, la Donc, fameuse politique du vent dont parle Bayard, alors. Voilà, moi j'avais parlé, c'est moi qui avais lancé le concept avant Bayard. Avant Bayard, J'avais oui. parlé de la mentalité digestive. Oui, oui, la Donc il est mentalité venu digestive. transformer Il a maintenant transformé, la voilà. politique du ventre. Oui, oui. J'aimerais dire aussi que dans l'histoire, ce que nous vivons aujourd'hui relève des conséquences de l'histoire. Quand on demandait à être libre, il n'y avait que 4 ou 5 docteurs, avez-vous dit? Oui. Bien. Il y avait une partie de leaders camerounais qui disaient qu'il faut aller à l'indépendance étape par étape. Notamment André-Marie Mida. Notamment le temps de former des cadres. Oui. Parce que nous n'avons pas de cadres. Bon, alors il y a des jeunesses révolutionnaires, enthousiastes, qui voulaient l'indépendance dans l'immédiat. On les a applaudis. On continue à dire aujourd'hui que c'est l'âme immortelle. Mais je crains que ce soit cette précipitation qui nous ait conduit vers la catastrophe nationale que nous vivons aujourd'hui de par les gestionnaires de fonds publics. Donc pour moi, il faut former les gens à l'éthique de la gestion publique. C'est-à-dire savoir regarder l'argent sur lequel on travaille comme de simples papiers. Parce que ceux qui travaillent sur l'argent ne regardent pas l'argent comme un outil de travail, comme un objet. Comme un outil Ils y d'enrichissement. mettent de la convoitise personnelle. Oui. Donc la relation avec l'argent qu'ils gèrent devient une relation incestueuse. Oui. Ils veulent s'emparer. Ils veulent tomber sur l'argent puisqu'ils l'ont vu. Oui. C'est ainsi, par exemple, que un jeune homme ayant géré une grande structure ici qui s'appelait le FEICOM, Oui. Biolé, pour ne pas le nommer, a laissé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Bon, les remplaçants sont arrivés, ils ont dit quoi? Tant d'argent, ils sont vautrés dessus. Ils n'avaient pas l'éthique Oui. d'un Biolé, ils n'avaient pas cette éthique. Ils ont pris, parce que puisque l'argent était là, et eux aussi ils étaient là, ils ont instauré une relation incestueuse. Donc, c'est ce que vous craignez. C'est par ce que exemple. je crains. Si la France Mais venait... et pourtant ce serait oui. c'était la touche de souveraineté dont Tout à fait. Jean Premier nous avait parlé dans Monnaie et Servitude. Servitude, oui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être libre si vous ne battez pas votre monnaie. Bon, maintenant, quand on sait ce qui va arriver, Voilà. qu'on va se mettre à battre notre monnaie, ça fait peur. Ça fait peur. Nous ne sommes pas encore calés dans tous les domaines. Bon, nous avons des jeunes agrégés aujourd'hui, comme vous-même, mais sont déjà des hommes d'État pour garder une certaine indifférence vis-à-vis de la fortune publique. C'est tout ça. Bon, je ne dis pas que la France a raison de confisquer nos biens. Oui, oui. Mais alors nous sommes dans cette dialectique-là. Et la raison voudrait que nous soyons souverains. Et que nous ayons les instruments de notre souveraineté. À commencer par l'argent. Vous ne pouvez pas être souverain quand quelqu'un d'autre détient votre argent et vous le pose dans la main selon vos besoins. Vous n'avez pas la pleine souveraineté sur vos avoirs. Oui. Et l'idéal serait qu'on ait cette souveraineté. Je dis donc, cherchons cette souveraineté, mais prenons des précautions. Oui. Prenons vraiment des précautions telles que... Bon, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas déjà si mal. Mais vraiment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais effectivement, quand vous dites prenons des précautions, il s'observe un mouvement dans le rejet de la France aujourd'hui, dans la contestation de la France, peut-être pas le rejet. Non, il faudrait bien de vous faire une longue démonstration. tout à fait. On ne rejette pas la France. Oui, tout à fait. Et il ne faut même pas rejeter la France. Dans la contestation. Parce que ceux qui nous veulent parler aujourd'hui, nous parlons ici la langue française. C'est un legs, c'est un héritage Tout à fait. formidable Oui. qui nous permet d'aller à l'international. Tout à fait. Bon, comme les autres langues aussi. Mais pour nous, d'abord, et avant tout, c'est la France. Oui. C'est le français. Donc nous ne pouvons pas jouer avec la France. On peut la balancer. C'est comme dans nos langues là. Oui. Quelqu'un voit la fête de Noël, il oublie les dimanches, qui sont un peu habituels. Noël, oui. Donc, tu vois Noël et tu oublies dimanche. N'oublions pas la France qui est notre dimanche. Oui.
Parce qu'il y a quelques Noël qui portent de l'Orient. Ok. Alors, ce que je voudrais relever et que vous releviez, c'est dans cette contestation-là, il y a quand même qu'aujourd'hui, on observe comme une sorte de rejet systématiquement de tout ce qui pourrait justement remettre en cause même les pouvoirs en place. Les gens vous disent bien, l'Afrique a choisi son chemin, la France n'a plus rien à dire ici. Il y a comme le refus même d'une autocritique. Celle dont vous parliez tout à l'heure, Socène Fouda, on voit par exemple un certain nombre de dirigeants qui sont encensés, alors qu'ils sont même en dehors des règles, complètement des règles de gouvernance élémentaires. Pourquoi? Parce que la gouvernance est universelle. La démocratie ne veut pas dire l'alternance. Il faut qu'on sache faire des nuances. La démocratie, ce n'est pas le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est une erreur. La démocratie, c'est la capacité, si vous voulez même épistémologique, mais la capacité que nous avons tous et chacun à pouvoir choisir ce qui est bien pour le prochain et dans lequel je m'épanouis. Ça veut dire que nous devons être capables de comprendre d'abord les textes. La critique de la raison, là je vais vraiment faire de la philosophie, la critique de la raison négro-africaine passe par une endogénisation de nos savoirs. C'est-à-dire que les programmes scolaires de nos pays ne doivent plus être calqués sur les programmes scolaires de l'Occident. L'année scolaire du Cameroun ne devrait pas être calquée, en fait n'est même pas calquée, mais est déterminée par l'année scolaire en France. Permettez que je m'approfondisse là-dessus. Oui. Vous savez par exemple que nous avons 3 trimestres au Cameroun. Oui. Donc le premier, le deuxième et le troisième trimestre. Et que nous passons les examens de fin d'année au mois de juin. Pourquoi? Pour que les enfants puissent aller étudier en Occident. Oui. Alors, aujourd'hui... pour aller aider les parents dans les travaux. Non, c'est pour... C'est-à-dire que quand un jeune prend son baccalauréat au Cameroun, le premier souci des parents, c'est qu'il soit inscrit dans une université occidentale ou américaine et tout ce que vous voulez. Du coup, ces enfants qui partent, et là, je convoque Hubert Monondiana et je vous convoque dans l'aventure ambiguë. Oui. C'est-à-dire que, alors, ces gens-là s'en vont, mais ce qu'ils perdent, vaut-il ce qu'ils vont gagner? La Grande Royale donne une réponse là-dessus. Ce roman est paru en 1958. Oui. Alors, nous sommes installés aujourd'hui à Califourchon, entre 2 civilisations qui nous rejettent sans cesse. C'est-à-dire que l'appropriation de nos savoirs endogènes n'est pas achevée. La civilisation à laquelle nous plongeons et espérons tirer quelques subsides, la mue là-bas n'est pas achevée. Et du coup, nous sommes assis là, à Califourchon, entre 2 civilisations qui nous rejettent sans cesse. Nous ne sommes pas profondément négro-africains et nous ne sommes pas profondément, si vous voulez, gréco-latin ou judéo-chrétien. Voilà la grande difficulté que nous avons ici. Nous devons apprendre à poser nos problèmes pour nous-mêmes. C'est ça le développement. Le jour que l'Inde a posé ses problèmes de développement pour elle-même, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'Inde est la première puissance en matière informatique. Oui, l'Angleterre va maintenant supplier le personnel en Inde pour aller travailler. Y compris les États-Unis. Y compris les États-Unis. Voilà comment on fait pour développer un pays. La France, souvenez-vous de la chanson de votre jeunesse, chantée par un de vos congénères, Sardou. Nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas le diamant, mais les idées, c'est nous qui les avons. C'est une chanson que j'écoutais souvent quand vous étiez avec mon père. Vous voyez que je n'étais pas seulement... Alors, c'est bien. Mais dans le cas... Oui, tout à fait. C'est très important. Il a soulevé un problème sur l'éducation. Voilà. Parce que, et là même au plan économique, nous sommes un pays pauvre. Oui. J'ai beaucoup écrit là-dessus, sur la pédagogie dans un pays pauvre et très endetté. Qu'est-ce que nous avons au programme pour nos enfants qui ont 8 ans? Ils ont 10 livres dans un sac qu'ils ne peuvent même plus porter. Voilà à l'école. Les enfants de 8 ans n'ont pas besoin d'une culture aussi livresque que ça. Il faut, pour un pays pauvre comme le nôtre, il faut un livre unique.
où il y a des mathématiques et des sciences et tout ça dedans, l'enfant va apprendre et il sera bien formé. Nous avons été formés comme ça. Et on nous écrivait des leçons au tableau noir, avec des craies de couleur jaune. On soulignait en rouge, en vert, et on faisait la géographie du Cameroun comme ça, même la géographie de France, parce qu'on a étudié la géographie de France, on connaît toutes les Alpes par cœur, toutes les anfractuosités, on connaît tous les Pyrénées, on nous apprenait ça. Pour quel motif, je ne sais pas. Bon, maintenant, il faut que nos enfants ne dépensent pas tant d'argent pour acheter le livre chez Nathan, chez Atier, chez Bordas. Oui, tout ça. Donc, et nous avons des gens qui ont fait l'école normale depuis déjà 50 ans, qui sont capables d'écrire des ouvrages. Et tenez-vous tranquille, les autorités ne veulent pas, les autorités nationales, ne veulent pas des livres écrits par des Camerounais, dans des imprimeries camerounaises, par des éditions camerounaises. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça fait des centaines de milliards qui sortent pour aller acheter le livre à Paris. Ce n'est pas normal. Ça, c'est au plan économique. Il faut donc que nous revenions à nos programmes sans forcément endogénéiser. Parce que dans l'endogénéisation, il y a beaucoup de choses. On a discuté de ça la semaine dernière. On parlait du congrès sur les programmes de la TNT. Voilà. On a beaucoup discuté là-dessus. Il y en a qui voulaient mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Les religions africaines, les savoirs africains, les croyances africaines, sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, qui ne peut pas faire un programme national. Donc, chacun fait ses croyances, ses mystères dans son village, l'autre fait ses mystères, et on dit que c'est ça la science religieuse africaine. Donc vous suggérez, professeur Mononjana, que l'on revienne à des livres faits au Cameroun par les Camerounais et non ceux qui sont fabriqués en France par le système français pour l'imposer au Cameroun. 200 000 élèves, par exemple, 2 millions d'élèves, par exemple, dans le secondaire. Imaginez que nos professeurs écrivent des livres de sciences naturelles avec nos plantes locales. Pour eux, un marché de 2 millions, un livre qui fait peut-être 4 000 ou 5 000, parce que fait au Cameroun, mais ça fait beaucoup d'argent. Au lieu d'acheter des plantes, je ne sais pas où, qui sont publiées par Nathan à 12 000. Alors moi, je recommande qu'on endogénise et qu'on africanise, on camerounise la rédaction avec des auteurs camerounais et qu'on écrive l'essentiel. Aujourd'hui, avec tant de livres, ça entraîne la paresse des moniteurs. Ils disent aux enfants, bon, allez lire. Mais est-ce que c'est un système qui est copié sur la France? Sosten Fouda le disait tout à l'heure sur... le système livresque. Le système livresque, vous le disiez tout à l'heure. Mais bien sûr, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, et dommage que le professeur Hubert Mononzana marche sur les cheveux de crête sans vouloir y mettre forcément les pieds. Parce que vous savez très bien que ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas seulement les histoires de livres sur le plan économique, c'est même le contenu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les manuels scolaires? C'est-à-dire, et c'est pour cela que je dis qu'il faut endogéniser les programmes scolaires. C'est-à-dire qu'un peuple qui ne se pose pas des questions sur son propre devenir, sur son propre développement, il faut savoir que de la maternelle au CM2, tout ce qu'un enfant a besoin de savoir, c'est lire, écrire et compter. Lire, écrire, compter. Voilà ce dont on a besoin. Ensuite, de la 6e en classe de 3e, on doit apprendre à l'enfant pourquoi il est camerounais. Essentiellement, pourquoi il vit en Afrique. Essentiellement, il n'y a pas autre chose. Donc, permettre à cet enfant-là de comprendre l'environnement dans lequel il vit. Et à partir de la classe de seconde, à la classe de terminale, l'enfant fait un choix de carrière. C'est comme cela que ça se passe chez les peuples qui veulent s'en sortir. Qu'est-ce que ça signifie qu'on envoie un enfant en classe de seconde dite littéraire? Il fait seconde, première, terminale. Ensuite, il va tenter de passer un concours de l'école normale. Alors que, qu'est-ce qu'on devrait faire? L'enfant qui veut être instituteur, parce qu'on devrait supprimer les énièges dans notre pays. L'enfant qui veut être instituteur, puisqu'un instituteur, c'est avec le BEPC. Ça signifie que cet enfant-là va s'inscrire en classe de seconde, option enseignement primaire. Il va faire une classe de seconde, option enseignement primaire, une classe de première, option enseignement primaire,
et une classe de terminale option enseignement primaire. Et du coup, il obtient le baccalauréat option enseignement primaire. Le gouvernement camerounais aura donc eu 3 ans pour lui préparer un numéro matricule. Et à la fin de la sortie, c'est un enseignant accompli. Le Canada le fait, l'Australie le fait, la Nouvelle-Zélande le fait. Pourquoi le Cameroun ne ferait pas où est la pareil? part de la France là-dedans? La part de la France, c'est que, Oui. en premier, si vous allez au ministère de l'éducation de base, vous y allez de temps en temps. Tout à fait. Bah, vous avez vu le nombre de coopérants qu'il y a là-bas. Mais c'est eux qui font les programmes scolaires. Bah, Hubert Mononzana qui a écrit des belles monographies en philosophie, même du Cameroun, même s'il n'a jamais voulu prendre position dans le combat que menaient ses 2 frères, Basile Julia Fouda et puis Marcien Toa, sur l'ethnophilosophie et la philosophie africaine, il a refusé d'écrire le seul livre que Hubert Mononzana aurait dû écrire, qui était le tournant ethnologique de la philosophie africaine. Il a renoncé, mais je pense que avant que vous ne quittiez ce monde, vous nous produirez ce livre-là. On a beaucoup combattu cette idée de philosophie africaine de M. Fouda. Donc, vous voyez, je suis en train d'écrire en ce moment un très gros ouvrage pour réhabiliter cette idée de la philosophie africaine de M. Fouda. Oui, je présente la philosophie africaine dans son ensemble, telle qu'elle est. C'est mon magnum opus, c'est-à-dire le plus gros ouvrage. Donc, vous voyez que voilà des questions, je dirais même existentielles, que nous devons nous poser. Posons d'abord des problèmes pour nous-mêmes. Ensuite, vous verrez que nous allons rapidement décoller. Mais la Namibie le fait, la Zambie a commencé aussi à le faire. Donc nous pouvons le faire. Alors, ce qui est valable pour l'enseignement l'est aussi pour la médecine, l'est pour une multitude de domaines dans notre pays. Voilà la proposition que nous autres jeunes universitaires faisons aujourd'hui à notre pays. Mais il faudrait encore que les décideurs dans notre pays daignent nous écouter. Mais pourquoi est-ce que ces différentes professeurs Mononzana, Vincent Sostel Fouda cite à l'instant la Zambie, la Namibie, tous des pays à la limite, on va dire, anglo-saxons. Oui. Mais pourquoi ces pesanteurs au Cameroun, en Afrique francophone, on ne sort pas du tout du carcan de la France, ou alors, si vous voulez, on reste très Nous sommes sous la coupe de la France, au niveau culturel, au niveau de la tutelle. Vous connaissez le caractère français jacobin, centralisateur. Et vous ne pouvez pas sortir du système que la France a proposé. Le jacobinisme s'exerce non seulement sur le territoire français, mais il traverse aussi pour venir s'exercer dans nos territoires souverains. Il vous a parlé des Blancs, ils sont là, les Français. Ils sont là, c'est pour perpétuer l'influence française à travers les écoles primaires auprès des jeunes esprits qui sont encore malléables. Donc voilà pourquoi ils sont là. Et dans l'enseignement secondaire, des Camerounais écrivent déjà de manière publique quand même, chez Atier, sur commande de Atier. Mais ce n'est pas leur manuel à eux. C'est-à-dire d'après la volonté et l'idéal camerounais. Bon, ils écrivent de manière sur commande. On peut donc dire que c'est une petite délocalisation, n'est-ce pas? Donc, le vrai problème est donc de revenir. Vous savez, j'ai écrit beaucoup là-dessus depuis mes voyages en Corée. Vous aurez pu citer mais vous, justement, à ce sujet, la Corée, vous choisissez la Corée ou vous y faites un doctorat, je crois, c'est cela? Oui. Vous soutenez vos thèses de doctorat en Corée du Nord, voilà. Mais, Corée du Nord, oui. Corée du Nord, voilà. Mais est-ce que c'est une manière de vous démarquer du système français? Non, c'est une aventure contingente. Hein. C'est-à-dire, j'étais inscrit en thèse d'État, j'ai fait mes études supérieures en France, à Tours, dans la région de Descartes, la région où l'on parle le mieux français en France. Vous nous apprenez des choses. Alors, bon, j'étais donc inscrit en thèse d'État naturellement. Mon professeur Claude Bruyère est mort. Alors, pour avoir un billet d'avion, aller chercher une autre inscription, c'était la croix et la bannière. Bon, eh bien, j'ai eu une opportunité grâce au journalisme. Parce que j'avais fait un peu de journalisme. Mais dans le perroquet, c'est ça? Non, l'objectif. Le journal s'appelle Objectif. Son concurrent, c'était le perroquet. La petite histoire. Alors, j'ai publié une page coréenne. Dans votre journal? Oui, dans notre journal. Les Coréens payaient quelque chose
Et j'ai vu que c'était pas mauvais. J'ai redressé tout cela en bon français quand même, pour que ça soit lisible. Et j'ai pris goût. J'ai assisté à quelques conférences hors du Cameroun, invitées par la Corée. Et puis, j'ai dit, cette affaire n'est pas si mauvaise que ça. J'ai donc décidé, moi, de traduire la philosophie coréenne dans la langue française et sur la méthode française. La philosophie du Duce. Oui. Donc voilà, donc petit à petit, j'ai fini par écrire un gros livre sur la philosophie du Duce. Et j'ai été invité à aller soutenir mes travaux dans l'académie du Duce. Et avant de voyager, j'ai exigé qu'un professeur camerounais m'accompagne parce que je nous connais. Ah oui. Ils allaient dire que c'est un doctorat honoris causa. Ah voilà. Et ils ont accédé à ma demande. J'ai choisi le professeur qui était chef de département à l'époque. Il m'a accompagné jusqu'en Corée. Et il est devenu une grande autorité dans le ministère de l'Enseignement supérieur. Il a établi rapidement les équivalences après avoir interrogé le système coréen. C'est pour ça que je suis... Bon, les enfants s'amusent à m'appeler docteur coréen. Moi, je rigole. Parce que on voit le maçon au pied du mur. Docteur coréen, j'accepte. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière le docteur coréen. Il y a du travail. Et c'est pour ça que je suis devenu professeur, le tout premier professeur titulaire au Cameroun. C'était moi, avec un doctorat coréen. Je suis professeur émérite aujourd'hui de philosophie. Donc, je peux dire que j'ai étudié dans un bon système et j'ai pensé donc que je peux proposer ce que j'ai vu en Corée comme système éducatif. J'ai proposé ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Regard sur la Corée. Bon, les gens pensent que quand tu écris un livre sur quelqu'un, c'est pour devenir ministre dans son gouvernement. J'ai écrit un livre sur Obiang Guéma, sur Paul Biya, sur Kim Il-sung. Ça ne veut pas dire que je vais devenir ministre dans le gouvernement en Guinée équatoriale ou en Corée du Nord. C'est que j'étais intéressé par la philosophie politique de ces gens-là. Obiang Guéma était progressiste. Et il voulait même lui faire un gouvernement sans parti politique. Un système politique sans parti. Mais ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que vous trouvez justement à propos de la Corée du Nord où vous étiez, qui pourrait revenir ici aujourd'hui, qu'on pourrait mettre à l'œuvre ici aujourd'hui pour atténuer les effets de ce qui est... La Corée du Nord a une philosophie indépendantiste qui correspondrait à un pays volontariste comme nous. La Corée était à ras en 1953, après la guerre américaine contre la Corée. On a rasé la Corée. Les Coréens disent qu'il n'y avait pas un endroit où un oiseau pouvait se poser. Parce qu'on avait largué 40 000 bombes sur les 40 000 habitants de Pyongyang. Et ce pays, aujourd'hui, est un pays très avancé dans tous les plans. Au plan technologique, ils ont même un réacteur nucléaire. Ils sont un peu comme les Iraniens. Et de temps en temps, vous avez suivi que Jimmy Carter allait souvent négocier avec Kim Il-sung, n'est-ce pas, pour ralentir un peu le réchauffement du réacteur. Donc ça veut dire que dans le monde, dans le tiers-monde, deux pays sont à craindre, l'Iran et la Corée du Nord. C'est les pays qui font peur. Et nous autres, nous ferions mieux de choisir ces exemples-là parce que nous parlons souveraineté. Nous ne pouvons pas être souverains si nous n'avons pas quelque chose de dissuasif. Donc vous dites... Quand le pauvre Gbagbo était enfermé dans le bunker, j'avais fait un papier en demandant, voilà, si Gbagbo avait eu quelque chose, une arme de dissuasion, on ne lui ferait pas ça. Et j'avais annoncé que Kadhafi aussi, peut-être qu'on va lui faire la même chose. J'avais écrit ça avant l'arrestation de Gbagbo, avant la mort de Kadhafi. Et voilà où nous sommes, en Afrique. Nous n'avons pas d'objet de dissuasion. Il faut à tout prix qu'on y mette la tête. Bon, tenez-vous tranquille, dans nos universités, quand les chercheurs veulent construire un réacteur nucléaire expérimental, les autorités de certaines universités s'y opposent, ne voyant pas, je cite, la pertinence de cette recherche. Ça pose donc des problèmes de la conscience. Est-ce que des gens qui ne sont pas conscients de leur situation précaire peuvent construire les moyens
de se libérer véritablement. Voilà une question idéologique. Nous sommes volontaristes. Les jeunes journalistes d'Afrique Média, bon, on ne peut pas leur reprocher, c'est la jeunesse aussi, hein. Il faut pas. Vous ne trouvez rien à redire sur cette attitude d'Afrique Média qui tire non, moi, il y a un peu de contradiction quand même sur les plateaux. Par exemple, nous parlons ici de façon, disons, mature. oui. Bon, nous n'avons pas le même âge que les jeunes animateurs d'Afrique Média. Ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils pensent. À nous de gérer, n'est-ce pas? Les pouvoirs publics doivent gérer ça au lieu de taper dessus. Au lieu d'écraser avec des bulldozers, au lieu de... Je ne sais pas. Il faut laisser Afrique Média s'exprimer. Oui, mais vous exagérez un peu, professeur. Vous dites écraser avec des bulldozers, ça n'a pas été le cas avec des bulldozers. Oui, c'est une image. Quand vous fermez un journal, c'est que vous l'avez écrasé pratiquement. C'est pas, le bulldozer est une image. Tout à fait. Ça, c'est un peu de littérature aussi. Oui, tout à fait. Des analogies. Oui, vous faites l'hyperbole aussi. Voilà. Donc, je dis qu'en France, il y a des gens qui chassent les Africains. Oui. Bon. Mais ils ne le disent pas dans les médias comme ça. Il faut chasser les Africains, il faut... Ils disent parfois dans les médias, Le Pen dit dans les télévisions, dans les médias, Le Pen, Marine Le Pen aussi, son père le disait. C'est un homme politique. Mais ils sont ça veut dire qu'il y a des gens qui sont excessifs dans chaque pays, et il y a des langages un peu excessifs. Il faut le savoir, il faut gérer cela, mais ne pas être brutal, d'après moi. Donc, pour me résumer, je dis que nous ne devons pas couper avec la France. La France nous permet d'aller à l'international avec sa langue. La France nous aide dans la formation de nos élites. On ne peut pas nier ça. Mais on ne peut pas aussi enlever que la France a des besoins naturels. La France veut vivre. Elle doit prélever. Là, on peut prélever. Si nous ne sommes pas vigilants, elle va prélever. Vous savez ce que disent les enfants? Erreur, Fombutuku, Nandame, Fondos. Si nous ne savons pas protéger, la France va venir tout ramasser. Elle n'a pas abandonné son projet colonial. Nous sommes devenus indépendants, mais la France n'a pas abandonné son projet colonial. Il ne faut pas se leurrer. Oui, Sarkozy a dit notamment que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. C'est ce qu'il a déclaré à Dakar dans un discours, Vincent Sosthène Fouda. Oui, c'est un discours qui a fait couler pas mal d'encre et de salive, mais avec le recul. Oui. Avec le recul, c'est-à-dire que on peut comprendre ce que le président Sarkozy a voulu dire. Voilà. Mais en fait, on avait réagi de manière épidermique. Face au discours. Je pense d'ailleurs que ce discours n'est pas différent de celui que le président Barack Obama a prononcé dernièrement à Addis Abeba. Ce que je voudrais dire, c'est que le professeur Joseph Kizerbo nous a laissé un immense héritage. On ne se bâtit pas, on ne couche pas sur la natte de l'autre. L'Afrique n'a pas vocation, l'Afrique francophone, surtout elle, n'a pas vocation à copier ce qui se passe chez les autres pour se développer. Nous devons apprendre à poser nos problèmes pour nous-mêmes. Quand nous aurons suffisamment posé nos problèmes pour nous-mêmes, alors nous trouverons des solutions adéquates. J'aime bien tout ce que le professeur Hubert Mononzana a fait. Mais la pensée du professeur Hubert Mononzana souffre de quoi? C'est un chercheur, un universitaire sclérosé, qui souffre d'un enfermement. À la limite, ses productions sont cachées dans les bibliothèques pour que justement la jeunesse n'y ait pas accès. Dans un pays comme le nôtre, qui n'a pas de bibliothèque, dans un pays comme le nôtre où la recherche n'est pas financée et où les autorités... vous êtes enseignant à l'université et on vous empêche de mettre sur pied un laboratoire de recherche. Il n'y a que chez nous qu'on voit ce type de choses. C'est-à-dire qu'en Occident, vous regroupez 3-4 de vos étudiants et puis vous dites, voici, moi je veux mener une recherche dans telle ou telle direction. Est-ce que vous êtes disposé à me suivre? Vous dites oui. Et puis,
l'université autorise que l'on vous donne un peu de moyens pour ça, et puis vous-même vous allez chercher d'autres moyens, et vous constituez votre laboratoire. Dans notre pays, on n'accepte même pas qu'on puisse mettre sur pied un laboratoire de recherche à l'université. Donc, par conséquent, la recherche est complètement morte. Dans une université... Nous sommes 29e sur 30 universités africaines. Voilà. Donc, vous comprenez en fait que nous sommes... Voilà, nous sommes quasiment les dernières des universités. Dernière des universités dans le continent africain. Donc, en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui contre la France, ou face à la France, c'est d'abord un combat contre nous-mêmes. Un combat contre nous-mêmes, nous devons apprendre à être linéaires et non à tourner en rond comme nous le faisons en ce moment. Hubert, je suis vraiment très content d'être avec vous sur ce plateau. Je cherche à produire la thèse de Jean-Marc Ella. Comment vous pouvez imaginer que Jean-Marc Ella ait soutenu une thèse sur Luther, l'une des meilleures thèses à cette époque-là, et que cette thèse est complètement disparue? Pourquoi? Oui, parce que c'est aussi ça le Cameroun. C'est-à-dire que quand quelqu'un va... est-ce que vous avez déjà tenu en main un exemplaire de la thèse de Tundian Poigny? Non. Alors, on a un ouvrage, et puis l'on a une multitude de copieurs autour de cette thèse qui ont fait disparaître la thèse. Mais justement pour que... Vous l'affirmez, vous avez des... Non, mais je l'affirme, oui, pour que effectivement les gens ne puissent pas accéder à cette thèse-là. Comment on peut faire... Alors, du coup, chez nous, la recherche est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très heureux. Là, je sais sur quoi travailler Hubert Mononzana. Si demain, je veux travailler sur la Corée, je vais commencer mes recherches là où Hubert Mononzana a achevé ses propres recherches. C'est comme ça que l'on fait la recherche dans un pays. C'est comme ça que l'on développe un pays. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est scandaleux. C'est-à-dire qu'on fait disparaître des tonnes et des tonnes de recherches qui ont été faites par des Camerounais et qui aujourd'hui on ne retrouve nulle part. Alors on a toujours l'impression que celui qui écrit une phrase invente le fil à couper le beurre. Ce n'est pas comme ça que l'on fait la recherche. Moi je viens par exemple là de produire le pancalisme ontologique de Basile Julia Fouda, que l'on n'avait pas. Alors, moi, je suis parti à l'université de Lille, Lille 3, et j'ai dit, il faut absolument que je sorte cette thèse. Et elle est parue aux éditions de l'Harmattan. Je pense que c'est ce que nous devons faire dans notre pays. Chercher un peu de moyens pour mettre à la disposition... Oui, il y a justement beaucoup d'écrits dans les universités. Le professeur Mononzana pouvait le confirmer. Il y a beaucoup d'écrits, notamment sur la remise en cause de la relation entre... le questionnement de la relation entre le Cameroun et la France. Mais sauf que est-ce que tout cela est organisé? Mais comment n'arrive-t-on pas à faire passer ces idées de là où elles se trouvent dans l'espace politique et auprès même des responsables politiques? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a là une très grande dissymétrie. Il y a globalement ce qu'on appelle dans les universités modernes le transfert de technologie. C'est-à-dire des bureaux de transfert qui existent auprès des universités et dont le rôle est de rechercher comment procéder à la valorisation des travaux qui dorment dans les bibliothèques au niveau opérationnel. Ils cherchent donc des entreprises plus ou moins appropriées à un type de recherche, ils les mettent en relation et permettent ainsi la valorisation des idées qui se seraient empoussiérées inutilement dans des thèses. Donc il n'y a pas de bureau de transfert. Il n'y a pas une lisibilité de la recherche de nos universitaires par le monde de la production. Mais par exemple, tout ce qui est écrit dans les universités, il y a beaucoup d'ouvrages notamment qui ont été écrits. Comment les transférez-vous par exemple auprès du pouvoir politique pour comprendre que voilà les orientations vers lesquelles il faut s'acheminer? On a aujourd'hui les questions de la monnaie dont nous parlons là, on a les questions même de soumission politique vis-à-vis de la France. On a notamment les questions de domination culturelle de la France sur le Cameroun. Vous transférez ça comment? Vous ne demandez pas par exemple une audience avec les responsables politiques pour aller leur expliquer ça? Qu'il y a des choses qui existent? Bon, il y a des centres d'intérêt, n'est-ce pas? Le centre d'intérêt des dirigeants actuels, ce n'est pas de se pencher sur les idées. Et surtout sur les idées progressistes. Donc, il faut leur parler de la recherche, c'est de l'hébreu. Il faut leur parler de l'hébreu. Donc, ils sont même pas, c'est pas leur affaire ça, la recherche. Vous voyez, allez voir le budget. Je ne veux pas tout faire de la délation ici. Allez voir le budget en tant que journaliste, demandez au différent recteur quel est le fonds dont vous disposez pour la recherche
universitaires internes. Ils vous diront l'enveloppe qui est réservée à la recherche. Moi, j'ai travaillé dans le service de la recherche, alors je me garde bien de trahir le secret des dossiers, c'est l'obligation de réserve. Mais en tant que journaliste, aller fouiner, demander aux responsables, monsieur, moi je suis journaliste, je fais la recherche sur les universités, j'aimerais savoir de quelle enveloppe vous disposez pour vos 2000 chercheurs. Il vous dira que vous allez pleurer. Voilà. Alors, nous achèvons vers la fin de cette émission. Alors, je voudrais vous demander... Attends, je voudrais quand même faire une citation du général de Gaulle. Hein. Oui, elle vaut son pesant d'or. Oui. N'est-ce pas? Dites-moi quel budget vous mettez pour la recherche, oui, et je vous dirai quel pays vous êtes. Voilà, c'est ça que il fallait que je cite le général de Gaulle là-dessus. Voilà. Alors, quelles sont pour vous les grandes pistes qu'il y a aujourd'hui à examiner pour recentrer la relation entre le Cameroun et la France? Comment voyez-vous, grosso modo, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on n'entende plus toutes ces critiques, pour qu'on ait plus ce sentiment que c'est la France qui est responsable de tous les malheurs du Cameroun, voire de l'Afrique francophone? D'après moi, il faut réviser les accords de coopération et de partenariat. Il faut les réviser et donner satisfaction à la volonté camerounaise d'être valorisée, d'être partie prenante dans des grandes décisions, aussi bien diplomatiques que nationales, et diminuer l'attitude paternaliste dans les relations. Donc, il faut une dynamique de la reconnaissance mutuelle. Cette dynamique-là peut s'établir, comme j'ai dit, en révisant totalement les accords de coopération. La France doit accepter de lâcher du lest. On ne peut pas négocier si vous ne voulez rien lâcher. D'après moi, donc, la France doit abandonner certaines prérogatives trop régaliennes dont elle dispose sur l'Afrique. Il y a une mainmise de la France sur l'Afrique. Malgré tous les discours que vous entendez là, malgré même le débat que nous menons ici, malgré le débat d'Afrique Média, malgré les discours de l'UPC, et malgré tout ça, la France a une mainmise sur l'économie, sur la politique et peut-être même sur la diplomatie camerounaise. Alors, docteur Fouda. Le tigre ne revendique pas sa tigritude, oui. Il saute sur sa proie et la dévore. Je cite là Wollen Soyinka. Pour dire que ce n'est pas pour un coup donné, pour un coup reçu, un coup rendu. L'Afrique, nous devons poser nos problèmes pour nous-mêmes. Une fois que nous aurons posé nos problèmes pour nous-mêmes, alors nous pourrons avoir une relation d'homme à homme, yeux dans les yeux, avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Je pense que ce n'est pas en déclarant la guerre contre la France que le Cameroun et l'Afrique francophone en sortiront. Il faut savoir que quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'Afrique dite anglo-saxonne et ce qui s'est passé dans l'Afrique dite francophone, il faut être aveugle pour ne pas voir que en Afrique francophone, on a tué tous ceux qui avaient la possibilité de construire une pensée homogène, capable de mener le peuple vers la terre promise, pour citer quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on n'a pas eu de Nelson Mandela en Afrique francophone? Parce que Oumiobe a été tué, parce que Lumumba a été assassiné. Donc il y a eu épuration politique, épuration. On assassinait systématiquement tous. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous poursuit encore jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes en Afrique centrale, enfin en Afrique francophone, la partie de l'Afrique où l'on assassine le plus les porteurs d'idées.
on n'aurait jamais pu assassiner le père Angèle Bervin en Afrique francophone, en Afrique anglophone. Oui. Donc vous voyez que si Nelson Mandela avait été en Afrique francophone, il aurait été tué, tout simplement. Donc prenons conscience de cela et construisons l'Afrique de demain, l'Afrique francophone de demain, celle qui sera debout et qui dira « je suis debout et je suis fier d'être ». Merci, Dr Sostène Fouda. Merci, Hubert Monondiana, professeur Hubert Monondiana. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis tout au long de ce programme. Je rappelle que le docteur Vincent Sostène Fouda vient de publier un livre chez l'Harmattan. Ce livre s'intitule « Le procès de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, l'Afrique face à son destin ». C'est en librairie et il ne reste qu'à vous le procurer. Et bien sûr, je vous remercie de nous avoir suivis malgré cette heure tardive. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 20h30, dimanche prochain, exactement. Bonne soirée et restez en compagnie d'Equinox Télévision.